Mesdames et messieurs, bienvenue encore dans ce nouveau numéro. HK Today en télévision reste votre chaîne de prédilection. Aujourd'hui encore et encore, nous sommes dans ces studios avec monsieur Emmanuel Ndimwiza, l'environnementaliste que vous allez découvrir dans cette émission. Bonjour Emmanuel. Bonjour cher journaliste. Monsieur Emmanuel, vous avez effectué beaucoup de dialogues sociaux dans le cadre du projet Hange Narushwa, qui veut dire attention avec la corruption. Quel est l'impact de ces dialogues sur la société actuellement? Merci beaucoup, chers journalistes. D'emblée déjà, laisse-moi d'abord vous dire que la campagne Hange Narushwa, c'est un projet, c'est une campagne qui est menée par des organisations membres de Congo n'est pas à vendre. Comme vous le savez, Congo n'est pas à vendre, c'est un consortium en fait d'une quinzaine d'organisations nationales et internationales qui est un consortium qui est beaucoup plus impliqué dans le cadre des ressources naturelles, mais aussi dans la bonne gouvernance. Et aujourd'hui, Congo Nouveau, c'est un membre de cette organisation ou de ce consortium Congo n'est pas à vendre. Et nous, en tant que Congo Nouveau, nous sommes en train de mener une campagne toujours dans ce cadre de Hange Narushwa. C'est une campagne dans les cadres là de ressources naturelles, voir comment est-ce que ces ressources naturelles sont gérées, voir comment est-ce qu'il y a passation même de marché dans le cadre de ces ressources naturelles et spécialement au niveau de cet appel d'offres dans les hydrocarbures. Comme vous le savez, dans notre pays, on a eu à vendre ou à octroyer, selon les termes du ministre, ancien ministre Didier Boudimbu, qui selon lui, le gouvernement congolais a octroyé 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Et le consortium Congo n'est pas à vendre n'a pas fermé l'œil. Congo n'est pas à vendre a eu à investiguer pour se rassurer exactement quelles sont les modalités pour que certaines entreprises sous-missionnaires puissent arriver à gagner le marché. Et le constat était amer parce qu'on a finalement rencontré qu'il y a eu opacité dans l'octroi de ces différents blocs pétroliers parce qu'au départ, il y avait 16 blocs pétroliers qui étaient approuvés par le Conseil des ministres, mais malheureusement, lors de l'octroi de ces blocs, il y a eu 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Ce qui fait qu'il y a 11 blocs pétroliers qui n'étaient pas approuvés par le Conseil des ministres selon en fait, les convenances, mais aussi il y a 3 blocs gaziers qui se trouvent sur le lac Kivu qui n'étaient pas aussi approuvés par le Conseil des ministres. D'emblée déjà par rapport à la question maintenant de ces différents dialogues sociaux que nous avons menés. Voilà, c'est dans ce sens d'ailleurs que je voulais rappeler que en tout cas nous sommes en train de parler par rapport à la gestion de blocs pétroliers et gaziers qu'octroyait bien évidemment le gouvernement congolais, parce qu'en tout cas à l'époque il y avait un ministre des hydrocarbures dans le gouvernement Sama Lukonde 1, et dans le gouvernement Sama 2 il y avait en tout cas Didier Boudimbu qui avait exécuté ces projets. Et c'est dans ce sens bien évidemment que Congo n'est pas à vendre avait commencé avec les dialogues sociaux pour savoir l'appréciation de la population. Et c'est dans ce sens bien évidemment que nous sommes en train de vouloir savoir l'impact de ce dialogue sur la matière que vous aviez dispensée par rapport à l'octroi et à la distribution de ces blocs gaziers. Voilà, en fait, la communauté ne peut pas sentir l'impact de ces différents dialogues sociaux sans pour autant aussi comprendre quelle était la genèse pour arriver à organiser les différents dialogues sociaux. Et je venais de retracer cette genèse. Maintenant, l'impact de ces différents dialogues sociaux, c'est que nous, on a comme objectif d'organiser ces dialogues sociaux, c'est pour éveiller d'abord la conscience de la communauté, c'est pour créer aussi un débat communautaire pour que les gens en fait en parlent. Comme vous le savez, le développement durable, tel que ce développement est défini par différents auteurs, c'est qu'il faut permettre, il faut donner la chance aux générations actuelles de répondre à leur propre développement sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aussi à leur propre développement. Et nous, en tant que vivants, nous ne pouvons pas nous permettre, par exemple, de consommer toutes les ressources naturelles, toutes les ressources possibles, et que l'on condamne les générations futures. En organisant ce dialogue, on a cet objectif-là
de permettre que les gens en parlent, que ça ne soit pas un débat entre les ministres, entre le gouvernement seulement. Et l'impact de ces dialogues, c'est qu'aujourd'hui, dans la communauté, il y a des gens qui ont déjà accentué aussi, par exemple, la campagne non fossiles, non à l'exploitation, par exemple, des fossiles, tenir compte des cahiers de charges communautaires. Et je vis d'ailleurs ici récemment, par exemple, dans les territoires d'Idjou, parce que Idjou aussi est concerné par rapport à l'exploitation de blocs gaziers. Il y a 3 blocs gaziers qui se trouvent sur le lac Kivu qu'on doit exploiter. J'ai vu la communauté riveraine en train d'écrire un mémorandum au président de la République pour dire on ne veut pas, par exemple, exploiter le bloc gazier se trouvant sur le lac Kivu sans que la communauté ne soit informée. Il faut qu'on dise, par exemple, à cette communauté comment on va exploiter, comment on va gérer, par exemple, les résultats, parce qu'il faut qu'il y ait un contrat de partage de production et ce qui n'était pas au rendez-vous lors de l'octroi de ces différents blocs pétroliers, blocs gaziers. C'est qu'aujourd'hui, il y a déjà un débat au niveau de la communauté, que ce soit les dialogues organisés dans la ville de Goma. Il y a aujourd'hui des jeunes qui en parlent, des journalistes qui en parlent, il y a des organisations qui en parlent, et tout ça. On a organisé un autre dialogue à Beni et il y a aujourd'hui des jeunes, des organisations, des journalistes, des citoyens, des étudiants qui en ont fait en fait un débat au niveau de la communauté. Il y a aussi un dialogue organisé à Bukavu et il y a des jeunes aujourd'hui qui se sont déjà constitués comme étant de véritables défenseurs de la communauté. C'est que l'impact de ces différents dialogues sociaux, que ce soit à Goma, Beni, Bukavu, il y a cet ancrage qu'on est en train de créer. Il y a ces débats communautaires. Il y a des gens en fait qui en parlent et qui veulent connaître davantage par rapport à ces contrats de partage de production. Que va gagner par exemple la communauté, que vont gagner les citoyens lambda qui veillent au quotidien par rapport à la protection de l'environnement, par rapport à la protection de ces blocs gaziers, pétroliers et l'Est. Et aujourd'hui, comme vous le savez, il y a des blocs pétroliers qui se trouvent dans des aires ou zones protégées. Par exemple, le bloc 5 se trouvant dans le parc national de Virunga. On ne peut pas quand même se permettre d'aller exploiter le bloc 5 se trouvant dans le parc national de Virunga pendant que le parc est encore sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il faut d'abord retirer ces parcs sur la liste du patrimoine mondial pour se permettre d'exploiter. Tout ça, en fait, il fallait que l'on puisse créer un débat communautaire. Il faut que les gens sachent, il faut que les gens exactement comprennent qu'est-ce qui se passe dans la communauté pour que l'on se dise qu'on exploite ou on n'exploite pas. Monsieur Emmanuel, est-ce que ce dialogue, quelle est la catégorie des gens qui participaient à ce dialogue? Est-ce que la maman vendeuse de braise avait compris aussi l'impact de ce dialogue ou carrément c'est la classe juste des évolués, des intellectuels? Voilà, en fait c'est pas que c'est la classe des évolués, des intellectuels, bon, appelés abusivement aujourd'hui en fait intellectuels, mais c'est que moi j'appellerais des diplômés ou les gens qui ont des diplômes en fait, qui savent lire, écrire et le reste. Les gens pensent que ce sont les intellectuels de la communauté. Pourtant non, même nos mamans qui se trouvent au quartier, qui vendent des tomates, des braises, elles aussi se sont faites des intellectuels parce que intellectuel, c'est cette personne qui est capable d'apporter une réponse à un problème ou à une problématique qui se pose dans la communauté. Et nous pensons, nous affirmons que ce ne sont pas seulement les gens qui possèdent des diplômes qui ont participé aux différents débats, aux différents dialogues communautaires, que ce soit à Goma, Bukavu et Beni. Mais compte tenu aussi des moyens, de notre capacité sur le plan par exemple des ressources financières, c'est vrai, par rapport aux différents dialogues, on a eu quand même à sélectionner une certaine audience. Et cette audience, au fait, ce n'était pas une audience qui va seulement rester avec leur matière, mais c'est une audience aussi qui est capable de partager la matière récite lors de ces différents dialogues. Il y a par exemple des journalistes. Tout le monde sait très bien les rôles ou l'importance vraiment d'un journaliste vis-à-vis de la communauté. C'est un veilleur, donc il veille au fait à la compréhension de certaines questions dans la communauté. Il sensibilise la communauté, il informe et il forme la communauté. Et tout ça, ça nous a permis de sélectionner cette audience. On a sélectionné par exemple les professeurs d'université
vu leur ampleur dans la communauté, ils passent en tout cas leur temps avec un grand nombre de jeunes par exemple et le reste. Et le message peut passer. Il y a aussi les étudiants. Comme on sait, les étudiants viennent de familles, viennent de communautés différentes. Et on sait que lorsqu'un étudiant rentre par exemple à la maison, c'est sûr et certain, dans son quartier, dans son ménage, dans leur maison, il a déjà par exemple à sensibiliser. Il y a aussi les leaders des communautés, que ce soit les leaders d'opinion. Que ce soit les religieux, que ce soit les pasteurs, que ce soit les jeunes membres des organisations ou les leaders des organisations des jeunes, tout ça, c'est vraiment une audience qu'on a sélectionnée et on sait que c'est une audience qui a une base où facilement elle peut faire des restitutions, on peut continuer le message d'évangéliser par rapport à ces débats, par rapport à l'exploitation des ressources naturelles dans notre pays. Et ça nous a permis au fait de se rassurer que le message est allé au fin fond de nos villages. Monsieur Emmanuel Dimouza, parce que nous continuons avec cette émission, nous vous invitons toujours et toujours à aimer, partager, commenter, nous donner vos propositions parce que, en tout cas, sans vous, nous ne sommes rien, nos chers téléspectateurs. Et Monsieur Emmanuel Dimouza, un nouveau ministre des hydrocarbures en RDC, bien évidemment, dans le gouvernement Judith Souminois. Est-ce qu'une opportunité pour la clarté, pour la clarification de l'octroi des blocs gaziers et pétroliers, malgré ce que moi je peux qualifier de failles dans la gestion de l'octroi des blocs gaziers et pétroliers dans le gouvernement Sama Lukonde 1 et 2? Voilà, merci beaucoup. C'est que je peux d'abord dire que les acteurs politiques d'abord sont les mêmes s'il n'y a pas une population faite exigeante. En tout cas, les acteurs politiques restent les mêmes. Et par rapport au gouvernement Sama Lukonde 1, 2 et aujourd'hui le gouvernement souminois, c'est que je peux dire que en tout cas la vitesse au fait d'octroi des blocs pétroliers, blocs gaziers, la vitesse aujourd'hui n'est pas en tout cas la même. Et c'est pas à dire que c'est grâce au fait au gouvernement souminois aujourd'hui. Bon, je ne sais pas si D aussi viendra, mais c'est par rapport aussi à la capacité d'engagement des acteurs sociaux, par exemple les organisations. Aujourd'hui, CNPAV, donc Congo n'est pas à vendre. C'est par rapport à la pression que ces différentes organisations ont exercée sur le gouvernement, que ce soit Sama Lukonde 1, Sama Lukonde 2, donc sous Didier Boudimbu, donc dans son ministère des hydrocarbures. C'est par rapport à la pression qu'on a exercée qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le nouveau ministre des hydrocarbures a affirmé que lui, bon, il va d'abord élaguer les blocs pétroliers se trouvant dans des aires protégées, des blocs pétroliers qui ont des litiges et qu'il va s'inscrire toujours dans la démarche du développement durable. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que d'ailleurs, on a écrit même une correspondance au ministère de l'Environnement du ministre actuel et on attend... C'est la même ministre, Yves Bazaï Bamassoudi. Oui, au ministre de l'Environnement, mais aussi au ministre des hydrocarbures, en fait. Le ministre des hydrocarbures, on attend qu'il puisse exactement nous répondre pour les rencontrer et donner le point de vue par rapport à notre combat dans le cadre là, des hydrocarbures. C'est que moi, ce que je peux dire, c'est pas vraiment qu'il y a déjà un man du ciel qui est déjà tombé, mais c'est toujours une pression, c'est toujours se rassurer si réellement c'est que le ministre actuel des hydrocarbures a rassuré à l'opinion publique de ne pas, par exemple, vendre les blocs pétroliers qui ont des litiges, les blocs pétroliers qui se trouvent dans des aires protégées, mais aussi de se rassurer de cette exploitation durable des hydrocarbures. Nous, c'est ce qui peut en fait nous réjouir. Monsieur Emmanuel, c'est d'ailleurs là où je voulais peut-être poser ma dernière question, pourquoi pas l'avant-dernière. Est-ce que ces promesses du ministre actuel des hydrocarbures ne sont pas fallacieuses? Bon, parce que nous connaissons quand même les politiciens congolais, comment ils fonctionnent. Fallacieuses ou pas, nous ce qui nous intéresse, c'est d'abord donner ces promesses. Et puis il appartient maintenant à l'exigence de la communauté de dire quoi? De faire face toujours, de continuer le combat. Parce que si on ne continue pas ces combats, d'exiger toujours qu'il y ait
redevabilité, qui est transparence dans l'exploitation par exemple des hydrocarbures en RDC, ils peuvent profiter de l'insomnie de la communauté et ils vont faire ce qu'ils peuvent. C'est pourquoi aujourd'hui, nous on part d'abord de ces différentes paroles en disant on va élaguer les blocs pétroliers qui ont des litiges, des blocs pétroliers se trouvent dans des aires protégées, et puis on va se rassurer de l'exploitation rationnelle, mais aussi on va se rassurer de la capacité des entreprises, que ce soit sur le plan technique, sur le plan financier et sur le plan des ressources humaines. C'est tout ce qui nous intéresse, parce que faire une exploitation hasardeuse, que ce soit de blocs pétroliers ou de blocs gaziers, ça serait suicider en fait toute la communauté entière. Et là, nous sommes en train toujours d'exercer cette pression, et c'est pourquoi même de l'organisation des émissions pareilles Hangena Rushwa, pour continuer d'informer la communauté, pour continuer d'alerter et de dire aussi au ministère actuel des hydrocarbures que ça ne vaut pas la peine en fait d'exploiter juste pour exploiter. Il faut se rassurer de cette exploitation rationnelle pour ne pas condamner aussi les générations futures. Monsieur Manuel, un dernier mot pour finir cette émission. Pour finir l'émission, c'est que je suis en train d'appeler toujours les acteurs impliqués dans ces cadres-là de dire non à l'exploitation, par exemple, des blocs pétroliers, blocs gaziers, sans pour autant d'abord nous mettre à table la transparence. Il faut qu'on se rassure de cette transparence, il faut qu'on se rassure de la redevabilité, il faut qu'on se rassure des cahiers de charges communautaires. Parce que si on ne se rassure pas de tous ces paramètres, ça signifie qu'on sera en train de condamner les générations futures. Emmanuel Ndimouza, merci d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie.